Chapitre 1, le masque de la médiocrité. Benjamin Ben Heroer ajustait sa cravate usée dans le miroir fêlé de la salle de pause du tribunal, observant son reflet avec un calcul froid. Il n'était qu'un employé du gouvernement comme les autres, classant des papiers et tamponnant des documents depuis 23 ans. Ses collègues voyaient un homme discret qui apportait des sandwichs à la mortadelle dans des sacs en papier et conduisait une Honda Civic de 15 ans avec des taches de rouille. Ils ignoraient que Benjamin Heroer était l'un des hommes les plus dangereux de la ville. Sa véritable profession ne figurait sur aucune déclaration d'impôt ni sur aucun relevé d'emploi. Ben était un homme à tout faire, le genre d'homme que les puissants appelaient quand les problèmes devaient être résolus. Les politiciens, les chefs du crime organisé, les juges corrompus et les milliardaires désespérés avaient tous son numéro privé. En 2 décennies, il avait accumulé suffisamment de secrets, de faveurs et de comptes offshore pour renverser des gouvernements. Pourtant, il conservait son poste d'employé comme couverture parfaite, un homme gris dans un bureau gris que personne ne soupçonnerait jamais. La seule personne qui connaissait sa vraie nature était son mentor, Vincent H. Craftoft, un homme à tout faire légendaire qui avait pris Ben sous son aile 25 ans plus tôt. Vincent lui avait appris que l'arme la plus puissante n'était ni l'argent ni la violence. C'était l'invisibilité. Et qu'ils te prennent pour un moins que rien, avait dit Vincent avant sa mort. Quand ils verront enfin qui tu es vraiment, il sera bien trop tard. Le téléphone de Ben vibrait. Un SMS de sa femme, Linda. Encore en train de travailler tard. Ne m'attends pas. Il sourit froidement. Linda la trouvait intelligente, mais Ben la surveillait depuis des mois. Il était au courant de sa liaison avec Trevor Holloway, l'associé de son beau-père. Il était au courant de leur week-end au chalet, de leur projet de le quitter une fois le divorce de Trevor prononcé. Plus important encore, il savait qu'ils le considéraient tous deux comme un obstacle pathétique à surmonter. Ce soir-là, Linda était aux pentouses de Trevor, probablement en train de rire de son mari raté pendant qu'ils planifiaient leur avenir ensemble. Ce qu'ils ignoraient, c'est que Ben avait lui aussi planifié. Un plan mûri pendant 23 ans. En rejoignant sa voiture, Ben repensa à sa rencontre avec Linda. Elle était agent immobilier en difficulté, Ben mais en quête désespérée de sécurité. Son père, Ronald Pierce, était propriétaire de Pierce Holdings, une entreprise de construction de taille moyenne qui perdait de l'argent à cause de mauvaises décisions. Ben s'était présenté comme un choix stable et ennuyeux, exactement ce dont Linda pensait avoir besoin après une série de petits amis peu fiables. Le mariage avait été sincère au début. Ben avait même envisagé de révéler sa véritable profession. Mais le mépris croissant de Linda pour son manque d'ambition l'avait convaincu de maintenir la mascarade. Lorsqu'elle avait commencé cette liaison, il avait senti quelque chose s'éteindre en lui. Non pas l'amour, mais le dernier vestige de pitié qui lui restait. Maintenant, alors qu'il conduisait sous les lumières de la ville, Ben achevait sa vengeance. Elle serait élégante, minutieuse et absolument dévastatrice. Linda et Trevor voulaient qu'ils partent. Il leur donnerait exactement ce qu'ils méritaient. Chapitre 2. L'empire du beau-père. Ben était assis dans un coin du restaurant Romano, observant sa cible à travers des lunettes à monture métallique. Ronald Pierce, imposant, mesurait 1,80 m, cheveux argentés, costume coûteux, et tenait la cour avec ses associés lors de leur dîner hebdomadaire. Aux yeux de tous, Ben apparaissait comme un employé solitaire, sirotant une bière en lisant le journal. Ronald l'avait toujours méprisé. Dès leur première rencontre, le père de Linda avait clairement fait comprendre que Ben n'était pas assez bien pour sa fille. Les insultes avaient commencé subtilement, des commentaires sur le potentiel limité de Ben et des suggestions selon lesquelles Linda méritait quelqu'un de plus ambitieux. Au fil des ans, ils étaient devenus plus virulents. Ce que Ronald ignorait, c'est que Ben étudiait attentivement Pierce Holdings depuis des mois. Les finances de l'entreprise étaient un désastre, maintenues par des prêts désespérés et des projets de plus en plus risqués. Plus important encore, Ben avait découvert que Ronald était sur le point de tout perdre au profit d'une société de développement concurrente, Hartwell Industries. Grâce à son réseau de contacts, Ben apprit que Margaret Hartwell, PDG de Hartwell, avait discrètement racheté la dette de Pierce Holdings. Elle se positionnait pour forcer une OPA hostile dans les 6 mois. Ronald ignorait totalement que son empire était sur le point de s'effondrer. Mais Ben avait un autre plan. 3 semaines plus tôt, par l'intermédiaire d'une de ses sociétés écrans, Ben avait approché Hartwell avec une proposition. Il proposait de racheter la dette de Pierce Holdings à un prix plus élevé, affirmant représenter des investisseurs anonymes intéressés par le secteur de la construction. Hartwell,
voyant une opportunité de profit rapide sans le processus complexe de rachat, avait accepté. Ben détenait désormais 73% de la dette de Pierce Holdings, faisant de lui le contrôleur de facto de l'entreprise. Il avait tout fait par le biais de sociétés soigneusement structurées et de comptes offshore, veillant à ce que son implication reste invisible aux yeux du monde. Benjamin Roer n'était encore qu'un simple employé qui n'avait pas les moyens de manger chez Romano. Ben vit Ronald rire bruyamment à sa propre blague, tapant dans le dos de Trevor Holloway. Trevor, un quadragénaire à la tenue soignée, aux cheveux impeccablement coiffés et au sourire carnassier, avait rejoint Pierce Holdings comme associé 2 ans auparavant. Il apportait du capital et des relations, mais surtout du charme et de l'ambition, tout ce que Ronald pensait qui manquait à Ben. Ce qu'aucun des 2 hommes ne réalisait, c'est que l'investissement de Trevor n'avait pas sauvé l'entreprise, mais simplement retardé l'inévitable. Ben s'en était assuré, sabotant discrètement plusieurs transactions clés grâce à son réseau de contacts. Chaque échec avait enfoncé Pierce Holdings plus profondément dans la dette, se rapprochant du piège tendu par Ben. Son téléphone vibra, un message de Linda. Le dîner de papa était tardif. Nous serons à la maison à 23 heures. Ben savait qu'elle mentait. Son équipement de surveillance l'avait filmé entrant dans l'immeuble de Trevor 1 heure plus tôt. Elle était probablement dans le lit de Trevor en ce moment même, discutant de leur projet pour le moment où Ben serait hors de vue. Trevor avait promis de s'occuper de Linda une fois qu'il aurait pris le contrôle de Pierce Holdings, un contrôle qui ne viendrait jamais. Ben termina sa bière et laissa un modeste pourboire, jouant son rôle à la perfection. Demain, il entamerait la phase finale de son plan. La confrontation lors de la réunion du conseil d'administration était encore dans plusieurs semaines, mais les pièces du puzzle étaient presque en place. En se dirigeant vers sa Honda, Ben s'autorisa un rare sourire. Vincent Ashcroft aurait été fier. La vengeance parfaite exigeait patience, invisibilité et capacité à anticiper 10 coups. Ben avait bien appris. Chapitre 3. La tempête parfaite. Le docteur Alice Brennan terminait sa visite du soir à l'hôpital général Mercy, épuisée mais satisfaite des progrès de ses patients. Chirurgienne cardiaque parmi les plus respectées de la ville, elle était habituée aux décisions de vie ou de mort. Mais rien ne l'avait préparée au dilemme moral qui la consumait depuis 6 mois. Alice avait découvert par hasard le secret le plus sombre de Trevor Holloway. Tout avait commencé lors d'une opération de routine sur un sans-abri nommé Frank Morrison. Pendant l'opération, Alice remarqua des cicatrices inhabituelles sur le torse de Frank, du genre à suggérer des interventions médicales antérieures. Lorsqu'elle avait interrogé Frank par la suite, il s'était effondré et avait révélé une vérité terrifiante. 3 ans plus tôt, Frank était ouvrier du bâtiment chez Pierce Holdings. L'effondrement d'un échafaudage sur l'un des chantiers de Trevor lui avait causé de graves blessures internes. Au lieu de lui prodiguer des soins médicaux appropriés, Trevor avait soudoyé le médecin traitant pour qu'il établisse un mauvais diagnostic, prétendant qu'il s'agissait simplement d'un toxicomane. La demande d'indemnisation de Frank avait été rejetée. Il avait perdu son emploi et les frais médicaux qui en avaient résulté lui avaient coûté sa maison et sa famille. Mais la cruauté de Trevor ne s'était pas arrêtée là. Lorsque Frank avait tenté d'engager un avocat, Trevor avait usé de ses relations pour s'assurer qu'aucun cabinet sérieux ne prenne l'affaire en charge. Lorsque Frank s'était adressé aux médias, l'influence de Trevor avait étouffé l'affaire. Brisé et désespéré, Frank s'était retrouvé à la rue. Alice avait vérifié l'histoire de Frank grâce aux dossiers médicaux et à sa propre enquête. Elle avait tout documenté, sachant que cela suffirait à détruire Trevor professionnellement et légalement. Mais elle avait hésité à agir, sachant que dénoncer Trevor anéantirait Pierce Holdings et ses centaines d'employés. Cette hésitation l'avait rongée jusqu'à la semaine dernière, lorsqu'un ami commun lui avait confié que Ben Roer était le beau-frère de son patient. Alice ne connaissait pas bien Ben, mais elle avait toujours respecté sa dignité discrète. Apprendre la liaison de sa femme avec l'homme qui avait détruit Frank Morrison avait cristallisé sa décision. Ce soir-là, Alice était assise dans sa voiture devant le modeste immeuble de Ben, se demandant s'il fallait l'impliquer dans sa croisade morale. Elle avait apporté des copies de tous ses documents, dossiers médicaux, témoignages, preuves photographiques de la destruction systématique de la vie de Frank Morrison par Trevor. Ben est sorti de l'immeuble à 21h47 précise. Comme Alice l'avait observé ces 3 nuits précédentes, il marchait avec la démarche discrète d'un homme passé maître dans l'art de passer inaperçu. Alice baissa sa vitre. « Monsieur Roer, je suis le docteur Alice Brennan. Je dois vous parler de Trevor Holloway. » Ben s'arrêta, l'air neutre. « Je suis désolé, docteur,
mais je ne connais personne de ce nom. Je crois que vous, si, dit Alice doucement. Et je pense que vous seriez très intéressé par ce que j'ai découvert à son sujet. Pendant un long moment, Ben observa son visage. Alice vit une lueur dans ses yeux. Non pas de la surprise, mais un calcul. Lorsqu'il acquiesça enfin et s'approcha de sa voiture, elle réalisa qu'elle venait de franchir une ligne qu'elle ne pourrait jamais franchir. « Me conduisez » dit Ben en se glissant sur le siège passager. « Nous avons beaucoup de choses à discuter. » Alors qu'Alice s'engageait dans la circulation, aucun des deux ne remarqua le détective privé dans la berline noire qui photographiait leur rencontre. Trevor Holloway était paranoïaque au point d'être surveillé depuis des semaines, espérant trouver un moyen de pression pour l'inévitable procédure de divorce. L'enquêteur sourit en examinant les photos. Le docteur Brennan était un professionnel respecté, à la réputation irréprochable. Sa rencontre secrète avec Ben Arroway était exactement le genre de munition dont Trevor avait besoin pour dépeindre Ben comme un mari instable complotant contre la nouvelle relation de sa femme. L'enquêteur ignorait qu'il venait de documenter la formation d'une alliance qui détruirait tout ce que Trevor avait construit. Chapitre 4. Les titans du web. L'atelier de Ben, au sous-sol, ressemblait à un fou furieux pour un œil non averti. Des écrans muraux diffusaient les images de dizaines de caméras cachées. Des tableaux en liège couverts de photographies, de documents financiers et de ficelles rouges créaient un réseau complexe de connexions. Des enregistreurs vocaux côtoyaient des terminaux informatiques sophistiqués capables de pirater pratiquement n'importe quel système. C'était le vrai bureau de Ben, où Benjamin Arroway, l'employé, avait disparu et où l'homme à tout faire avait émergé. Le docteur Alice Brennan resta assise, stupéfaite, tandis que Ben lui expliquait sa véritable profession. Au cours des 2 dernières heures, il avait révélé suffisamment de détails sur son passé pour la convaincre que Trevor Holloway s'était trompé d'ennemi. Le réseau de contacts de Ben comprenait des juges, des politiciens, des commissaires de police et des agents fédéraux, tous redoutant qu'ils ne connaissent leurs secrets ou lui étant redoutants. Frank Morrison n'était qu'un début, dit Alice en examinant les documents qu'elle avait apportés. J'ai identifié 6 autres ouvriers du bâtiment qui ont subi le même sort sur les chantiers de Trevor. Le schéma est clair. Quiconque est blessé devient un handicap à éliminer. Ben hocha la tête d'un air sombre. Trevor utilise l'intimidation et la pression financière pour faire taire les victimes depuis des années. Mais ce n'est pas son seul crime. Ben a consulté une série de documents financiers sur son ordinateur. J'ai suivi les investissements de Trevor dans Pierce Holdings. L'argent ne provenait pas de sources légitimes. Il est lié à un système de blanchiment immobilier impliquant des oligarques russes. Trevor utilisait Pierce Holdings pour blanchir de l'argent sale grâce à des contrats de construction gonflés. Alice se pencha en avant, étudiant les données. Cela explique pourquoi il est si désespéré de prendre le contrôle de l'entreprise. Ce n'est pas une question de Linda, ni même d'argent. C'est une question de survie. Si le blanchiment d'argent est découvert, il ira en prison fédérale pour 20 ans. Ben termina, et c'est exactement ce qui allait se passer. Son téléphone vibra, un SMS lui parvint. Il le lut et sourit froidement. Le timing est parfait. Linda vient de confirmer qu'elle sera chez son père demain soir pour leur dîner de famille. Trevor sera là aussi. Ronald tente de convaincre les autres membres du conseil d'administration de nommer Trevor comme son successeur. « Qu'est-ce que tu prévois » demanda Alice. Ben se tourna vers elle, l'air terriblement sérieux. « Demain soir, je vais tous les détruire devant tous ceux qu'ils respectent. » Ronald Pierce, Trevor Holloway et ma chère épouse Linda sont sur le point d'apprendre que sous-estimer Benjamin Arroway a été la plus grosse erreur de leur vie. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Linda Arroway changeait d'avis. Elle se tenait sur le balcon de la cabane de Trevor, observant les lumières de la ville pendant qu'il préparait des boissons. Les photos des détectives privés étaient arrivées cet après-midi-là. Des images de Ben rencontrant le docteur Alice Brennan dans ce qui semblait être un rendez-vous secret. Trevor était furieux, convaincu que Ben avait une liaison ou complotait une vengeance. Il avait montré les photos à Linda pour prouver que son mari n'était pas la victime innocente qu'elle avait crue. Mais Linda connaissait Ben mieux que Trevor ne le pensait. Son mari n'était pas du genre à avoir des liaisons. Il était trop rigide, trop moral. S'il rencontrait secrètement un médecin, il devait y avoir une autre explication. L'idée que Ben puisse être au courant de sa liaison, qu'il prépare quelque chose, lui donnait des frissons. « Tu réfléchis trop » dit Trevor en la rejoignant sur le balcon avec 2 verres de vin. « Ben est un moins que rien,
Un employé qui classe des papiers et rentre chez lui pour regarder la télévision. Quoi qu'il prépare, je peux m'en occuper. Et Linda voulait le croire, mais une peur tenace grandissait depuis des semaines. Elle avait commencé à remarquer des choses. La façon dont Ben l'observait parfois. Comme s'il savait exactement ce qu'elle pensait. La façon dont il avait cessé de lui demander où elle se trouvait. Comme s'il connaissait déjà les réponses. Les subtils changements dans sa routine qui suggéraient qu'il se préparait à quelque chose. Et si on se trompait à son sujet, demanda-t-elle doucement. Trevor rit en la serrant contre lui. Chérie, j'ai détruit des hommes comme Ben et Roer toute ma carrière. C'est une fourmi, et je suis sur le point de lui marcher dessus. Aucun d'eux ne remarqua le drone presque invisible qui planait devant la fenêtre du Penthouse, enregistrant leur conversation avec un équipement de surveillance de qualité militaire. Les préparatifs de Ben avaient été bien plus minutieux qu'il ne l'imaginait. Chapitre 5. La tempête approche. La tension montait dans le manoir de la famille Pierce alors que le cercle intime de Ronald Pierce se réunissait pour ce qu'il avait annoncé être un dîner de famille avec d'importantes discussions d'affaires. La table de la salle à manger était occupée par 12 personnes. Ronald en tête, Linda à sa droite, et Trevor, stratégiquement positionné face aux autres membres du conseil d'administration. Ben était arrivé pile à l'heure, une bouteille de vin modeste à la main et vêtu de son costume habituel, sans prétention. Les autres invités, membres du conseil d'administration, leurs épouses et investisseurs clés, remarquèrent à peine sa présence. Pour eux, il était le mari mal choisi par Linda, toléré uniquement par respect pour la fille de Ronald. Le docteur Alice Brennan était arrivée séparément, présentée comme une amie de la famille qui avait aidé à résoudre des problèmes médicaux liés aux demandes d'indemnisation des accidents du travail de P. Holdings. Sa présence semblait anodine, malgré les regards suspicieux de Trevor pendant les cocktails. Avant de manger, annonça Ronald en tapotant son verre de vin avec un couteau. Je veux parler de l'avenir de Pierce Holdings. Comme vous le savez tous, le secteur de la construction devient de plus en plus compétitif. Nous avons besoin d'un leadership nouveau, d'une pensée innovante et, surtout, d'une vision qui nous permettra de franchir une nouvelle étape. Il fit un geste vers Trevor, qui se tenait là avec une confiance éprouvée. Trevor Holloway a insufflé une énergie nouvelle à notre entreprise. Son partenariat a déjà débouché sur plusieurs contrats majeurs, et ses relations dans le monde du développement sont inestimables. C'est pourquoi je propose une restructuration de l'entreprise avec Trevor comme successeur et futur associé majoritaire. Les membres du conseil d'administration hochèrent la tête en signe d'approbation. Le charme de Trevor les avait complètement conquis, et son succès apparent le rendait le choix évident. Linda rayonnait de fierté, s'imaginant déjà en épouse d'un grand constructeur de l'époque. Ben resta silencieux, coupant sa part avec une précision mécanique. Alice l'observa attentivement, remarquant la tension presque imperceptible dans sa mâchoire, suggérant qu'il se battait pour le contrôle d'un acteur puissant. Bien sûr, poursuivit Ronald d'un ton moqueur. C'est toujours une affaire de famille. Le mari de Linda, Ben, fait partie de notre famille depuis 8 ans maintenant. Je suppose que nous devrions lui demander son avis sur l'avenir de l'entreprise. Le silence se fit, tous les regards se tournèrent vers Ben. Le sourire de Ronald était cruel, s'attendant visiblement à ce que son gendre garde le silence ou se ridiculise. Un commentaire maladroit sur son incompréhension du monde des affaires. Trevor se renversa dans son fauteuil, rayonnant de suffisance. Oui, Ben, j'aimerais beaucoup entendre ton point de vue sur la stratégie d'entreprise. Ben posa lentement sa fourchette et regarda autour de la table, croisant le regard de chacun. Lorsqu'il parla, sa voix était posée et calme, avec un sous-ton qui en fit tressaillir plusieurs, mal à l'aise. En fait, Ronald, j'ai réfléchi à l'avenir de l'entreprise. En fait, j'y ai longuement réfléchi. Il fouilla dans sa veste et en sortit une enveloppe en papier craft qu'il posa délicatement sur la table. Je m'intéresse particulièrement à la structure de la dette de Pierce Holdings, à tes récents accords de partenariat et à certaines irrégularités fascinantes dans le financement de ton projet. Le sourire de Ronald commença à s'estomper. Je ne comprends pas bien ce que tu veux dire, Ben. Je veux dire, dit Ben en ouvrant l'enveloppe et en étalant les documents sur la table, Pierce Holdings a actuellement 73 millions de dollars de dettes envers diverses institutions financières. Je veux dire aussi que vendredi dernier, j'ai racheté la totalité de cette dette par l'intermédiaire d'un consortium de sociétés d'investissement. La pièce des murmures confus éclatèrent. Trevor se redressa.
Le visage soudainement pâle. C'est impossible. Vous êtes employé. Vous n'avez pas cette somme. Ben sourit pour la première fois de la soirée et plusieurs personnes s'écartèrent instinctivement de lui. Vous avez tout à fait raison, Trevor. Benjamin Roer, l'employé, n'a pas cette somme. Mais Benjamin Roer, l'homme d'affaires, celui qui a opéré sous diverses entités ces 20 dernières années, en a certainement une. Chapitre 6. La révélation. Ce n'est qu'un simple employé. Ronald Pierce avait lancé un tonnerre d'applaudissements à ses partenaires commerciaux quelques jours plus tôt. Linda riait à ses côtés tandis qu'il se moquait du manque apparent d'ambition de Ben. Alors que Ben étalait des documents financiers sur la table, ses mots semblaient résonner dans un silence stupéfait. « Laissez-moi vous expliquer comment ça marche », continua Ben, sa voix prenant un ton presque professoral. Lorsque vous achetez la dette de quelqu'un, vous possédez essentiellement sa capacité à poursuivre ses activités. Pierce Holdings doit de l'argent aux banques, fournisseurs, sous-traitants et sociétés de leasing d'équipements. Depuis vendredi dernier, je suis responsable de toutes ces obligations. Il a sorti un épais dossier marqué « Acquisition de Pierce Holdings » et l'a déposé devant Ronald. Cela signifie que je peux immédiatement réclamer ses dettes, imposer une procédure de faillite, ou il a fait une pause pour que tout se passe bien. Je peux restructurer l'entreprise sous un nouveau propriétaire. Mon propriétaire ? Trevor a frappé la table du poing, faisant trembler les verres à vin. C'est ridicule. On ne peut pas racheter une entreprise comme ça. Il y a des procédures légales, des votes du conseil d'administration, des approbations réglementaires. Le docteur Alice Brennan a finalement pris la parole, sa voix coupant court aux fanfaronnades de Trevor. En fait, Monsieur Callaway. Lorsqu'une entreprise est insolvable et menacée de faillite immédiate, une restructuration d'urgence peut intervenir très rapidement, surtout lorsque le créancier a des inquiétudes légitimes concernant une fraude ou une mauvaise gestion. Elle a sorti son propre dossier, considérablement plus épais que celui de Ben, ce qui nous amène à l'autre sujet dont nous devons discuter ce soir. Le regard de Trevor a erré entre Ben et Alice, reconnaissant clairement qu'il avait marché dans un piège soigneusement orchestré. Qu'est-ce qui ne va pas ? Alice ouvrit son dossier, révélant des photos, des dossiers médicaux et des déclarations sous serment. Frank Morrison, Billy Garrison, David Chain, Maria Santos, Carlos Rodriguez, Jenny Thompson. Devais-je continuer ? Ces noms ne disaient rien à la plupart des personnes présentes, mais le visage de Trevor était devenu complètement blanc. Ronald parut confus, tandis que Linda fixait son mari avec une horreur croissante, prenant conscience de l'ampleur de la situation. Ce sont tous des ouvriers du bâtiment blessés sur les chantiers de Pierce Holdings au cours des 3 dernières années, poursuivit Alice. Des ouvriers dont les soins médicaux ont été délibérément sabotés, dont les demandes d'indemnisation ont été frauduleusement refusées et dont les vies ont été systématiquement détruites pour protéger les primes d'assurance et la responsabilité civile de l'entreprise. Elle posa une photo de Frank Morrison sur la table, le sans-abri, décharné et marqué, fixant l'objectif. Frank Morrison a travaillé pour Pierce Holdings pendant 8 ans. Il avait une femme, 2 enfants et un prêt immobilier qu'il lui restait 6 mois à rembourser. Après son accident, Trevor Holloway a soudoyé. Le docteur Kenneth Walsh a diagnostiqué à tort les blessures de Frank comme étant liées à la consommation de drogue. Frank a perdu son emploi, sa demande d'indemnisation a été refusée et ses frais médicaux ont ruiné sa famille. Trevor s'est levé brusquement, renversant sa chaise. Ce sont des mensonges, des preuves fabriquées de toutes pièces. Je ne sais pas quel genre de complot vous avez fomenté, mais asseyez-vous, dit Ben doucement. Quelque chose dans son ton figea Trevor. Pour la première fois, les personnes à la table voyaient Ben autrement qu'un employé inoffensif. L'autorité dans sa voix, la froideur calculatrice dans son regard et la façon précise dont il avait orchestré cette confrontation suggéraient un homme bien plus dangereux qu'on ne l'avait imaginé. Vous allez vous asseoir, Trevor, car nous n'avons pas encore terminé. Le docteur Brennan a des preuves documentées de vos abus systématiques envers les travailleurs blessés. Mais ce n'est que le début de vos problèmes. Ben a sorti une nouvelle série de documents. Ils étaient marqués à l'entête d'une agence fédérale. Votre investissement dans Pierce Holdings, les 2,3 millions de dollars que vous avez utilisés pour acheter votre partenariat, provenaient de comptes offshore liés à l'opération de blanchiment d'argent immobilier de Victor Clough. Vous avez utilisé Pierce Holdings pour blanchir de l'argent russe grâce à des contrats de construction gonflés. Il a étalé des relevés bancaires,
des reçus de virements et des photos de surveillance montrant Trevor en train de rencontrer des associés connus de l'oligarque russe. Le FBI monte un dossier contre le réseau de Clough depuis 18 mois. Devinez quel nom apparaît sans cesse dans leurs analyses financières. La pièce était plongée dans un silence total, à l'exception de la respiration haletante et paniquée de Linda. Elle fixait son mari, cet inconnu qui, d'un employé discret, s'était transformé en quelqu'un capable de détruire des vies avec désinvolture grâce à des dossiers en papier craft remplis de preuves. Ronald retrouva enfin sa voix. « Ben, comment as-tu pu sortir tout ça ?» Ben regarda son beau-père avec une pointe de pitié. « 23 ans, Ronald. 23 ans que je suis assis à ta table pendant que tu te moquais de mon manque d'ambition. 23 ans que je t'écoute dire à Linda qu'elle méritait mieux. 23 ans de licenciement. Insignifiant. » Il se leva lentement, redressant sa cravate banale. « La vérité, c'est que je suis l'un des meilleurs intermédiaires de la côte et depuis plus de 20 ans. J'ai résolu des problèmes pour des sénateurs, des juges, des chefs de gang et des PDG d'entreprises du Fortune 500. J'ai accumulé assez de richesses pour acheter et revendre ta petite entreprise de construction une douzaine de fois. » Linda retrouva enfin sa voix, même si ce n'était qu'un murmure. « Pourquoi ? Pourquoi as-tu fait semblant d'être quelqu'un d'autre ?» Ben regarda sa femme. « Vraiment ?» Il la regarda pour ce qu'ils savaient tous deux être la dernière fois. « Parce que je voulais voir qui tu étais vraiment quand tu pensais que je ne pouvais pas me défendre. Je voulais savoir si tu m'aimerais quand tu me croyais ordinaire. » Il fit un geste vers Trevor, qui s'était affalé dans son fauteuil et avait vaincu le silence. « Au lieu de cela, j'ai découvert que tu préférais me trahir avec un homme. Qui détruit des vies pour le profit plutôt que de rester fidèle à quelqu'un que tu croyais inférieur à toi. » Chapitre 7. Le piège ressort. En tant que nouvel actionnaire majoritaire, Ben continua, la voix chargée d'une autorité absolue. « Vous êtes tous licenciés. » Les mots flottaient dans l'air comme une condamnation à mort. Ronald Pierce, qui avait bâti son entreprise en 30 ans, fixait les documents éparpillés sur sa table comme s'ils étaient rédigés dans une langue étrangère. Les membres du conseil d'administration s'agitèrent, mal à l'aise, réalisant que leur position confortable et leur généreuse rémunération s'étaient évaporées. Mais Ben n'avait pas fini. Le docteur Brennan avait déjà déposé plainte auprès du comité d'éthique médicale concernant le diagnostic frauduleux du docteur Walsh. Le FBI recevra copie de toutes les preuves concernant l'opération de blanchiment d'argent de Trevor dès lundi matin. Le bureau du procureur enquêtera sur la fraude systématique commise contre les travailleurs blessés. Il sortit son téléphone et parcourut ce qui semblait être une longue liste de contacts. J'ai également pris la liberté de contacter Channel 7 News, le journal de la ville et 3 cabinets d'avocats spécialisés en dommages corporels, spécialisés dans les accidents de la construction. Frank Morrison et les autres victimes auront enfin leur procès. Trevor se releva d'un bond, le désespoir prenant le dessus. Son arrogance passée. « Tu ne peux pas faire ça. J'ai des relations aussi. J'ai des amis haut placés. » Ben sourit. Et cette fois, il n'y avait aucune chaleur dans ses paroles. « Tu parles d'amis comme le juge Harrison, qui doit sa nomination à mon intervention dans un scandale de chantage, ou le commissaire Bradley, dont j'ai remboursé les dettes de jeu en échange de certaines faveurs. Ou peut-être le sénateur Walsh, sans lien de parenté avec ton médecin corrompu, que j'ai aidé à étouffer ce malheureux délit de fuite l'année dernière. » À chaque nom, le visage de Trevor pâlissait. Il commençait à comprendre que le réseau d'influence de Ben s'étendait bien au-delà de tout ce qu'il avait imaginé. « La vérité, Trevor, c'est que tous ceux que tu considères comme des amis m'ont en réalité une dette. Lorsqu'ils devront choisir entre aider un partenaire de construction corrompu par le blanchiment d'argent ou entretenir leur relation avec quelqu'un qui détient leurs secrets les plus sombres, que penses-tu qu'ils choisiront ?» Linda se leva brusquement, sa chaise raclant le parquet. « Arrête. Arrête, tout simplement. Que veux-tu, Ben? De l'argent? Des excuses? Que faudra-t-il pour mettre fin à tout ça ?» Ben se tourna vers sa femme, scrutant son visage avec l'intérêt détaché d'un scientifique examinant un spécimen. « Ce que je veux, Linda, c'est la justice. Ce que je veux, c'est que chacun dans cette salle comprenne que les actes ont des conséquences. » Il fit le tour de la table et s'approcha d'elle lentement. « Tu as choisi de trahir nos vœux de mariage avec un homme qui handicape les travailleurs et les vole. Ton père a choisi de se moquer et de rabaisser quelqu'un qu'il croyait sans défense. Trevor a choisi de bâtir sa fortune en détruisant des vies innocentes.
Il s'arrêta juste devant elle, assez près pour qu'elle puisse voir la fureur froide brûler dans ses yeux. Ce que je veux, c'est que vous tous ressentiez la même impuissance que vous pensiez m'infliger. Le docteur Alice Brennan était restée silencieuse pendant cet échange, mais elle prit la parole. Il y a autre chose que vous devriez tous savoir. J'ai enregistré toute cette conversation. Elle sortit un petit enregistreur numérique de son sac et le posa sur la table. Les aveux de Trevor concernant le diagnostic médical frauduleux, ses liens avec le blanchiment d'argent et ses menaces d'utiliser des fonctionnaires corrompus pour s'échapper. Justice. Tout est documenté. La salle s'est effondrée. Les membres du conseil ont commencé à se disputer, certains exigeant des explications, tandis que d'autres tentaient de prendre leur distance avec le désastre qui se déroulait. Ronald Pierce s'est affalé sur sa chaise, comme s'il avait vieilli de 20 ans en une heure. Mais l'attention de Ben était concentrée sur Linda, qui s'était mise à pleurer. Non pas les larmes manipulatrices qu'elle avait utilisées pour imposer ses volontés tout au long de leur mariage, mais les sanglots sincères de quelqu'un dont le monde s'écroulait. « S'il vous plaît » a-t-elle murmuré. « On peut arranger ça. On peut aller voir un thérapeute. Je vais mettre fin à notre relation avec Trevor. Je ferai tout ce que tu veux. » Ben tendit la main et essuya doucement une larme sur sa joue, un geste presque tendre. Puis son expression se durcit à nouveau. « Non, Linda, on ne peut pas arranger ça parce que tu ne m'as pas simplement trompé. Tu as choisi de tromper avec quelqu'un qui détruit des vies pour le profit. Tu as ri quand ton père m'a traité de bon à rien. Tu prévoyais de prendre la moitié de mes biens lors d'un divorce, tout en me persuadant que je n'étais qu'un simple employé. » Il recula, sa voix se transformant en un murmure plus menaçant que des cris. « Plus important encore, tu ne m'as jamais aimé. Tu aimais la sécurité que tu pensais que je t'apportais, la vie stable que tu pensais que je représentais, mais tu n'as jamais aimé Ben Roer, l'homme. » L'enregistreur continua d'enregistrer chaque mot tandis que Ben rendait son verdict final. « Alors maintenant, tu vas apprendre ce que l'on ressent quand on perd tout ce que l'on croyait être à soi. Ton mariage, la compagnie de ton père, la liberté de ton amant et ton avenir confortable. Tout a disparu. » Chapitre 8. Le jugement dernier. 3 semaines après le dîner qui a détruit 3 vies, Ben s'est assis dans son vrai bureau, une suite d'angles dans le quartier financier le plus exclusif de la ville qu'il possédait pendant 15 ans sous un alias d'entreprise. L'appartement de commis modeste avait été abandonné avec la Honda Civic et les déjeuners du sac brun. Benjamin Roer, le fixateur, n'avait plus besoin de se cacher. La vue depuis sa fenêtre de bureau a montré le chantier de construction où Pierce Holdings avait construit leur dernier projet avant la faillite. Les travaux s'étaient complètement arrêtés lorsque Ben a appelé les dettes de l'entreprise, laissant un squelette en acier et en béton à moitié fini qui resterait probablement inachevé pendant des années. La docteure Alice Brennan a frappé à la porte de son bureau, portant un épais dossier de documents juridiques. Au cours des 3 dernières semaines, elle était devenue son partenaire improbable pour assurer la justice pour les victimes de Trevor. Son expertise médicale et les ressources financières de Ben se sont avérées être une combinaison dévastatrice. Les poursuites judiciaires pour blessures ont été déposées, a-t-elle rapporté, s'installant sur la chaise en face de son bureau. Le cas de Frank Morrison demande à lui seul 12 millions de dommages-intérêts. Avec 6 victimes et des preuves claires de systématique fraude, Trevor examine la ruine financière avant même les accusations criminelles. Ben hocha la tête, passant en revue les plaintes criminelles sur son bureau. Le FBI l'a arrêté ce matin. Le blanchiment d'argent, la fraude, le complot et les accusations de racket. Le procureur fédéral pense qu'ils peuvent lui faire passer 25 ans sans accord de plaidoyer. Et le docteur Walsh? Licence médicale révoquée. Accusation criminelle en instance. Il coopère pleinement, espérant une phrase réduite. Il s'avère que Trevor n'était pas son seul client. Il a falsifié des rapports médicaux pour les cas de fraude à l'assurance dans 3 États. Alice se pencha en avant, son expression troublée. Je dois demander à Ben. Connaissiez-vous les crimes de Trevor avant de commencer à planifier votre vengeance? Où les avez-vous découverts lors de votre enquête? Ben était calme pendant un long moment, regardant les toits de la ville. Je savais que Trevor était sale au moment où il a investi dans Pierce Holdings. Les hommes n'acquièrent pas ce genre d'argent du jour au lendemain sans couper les coins. Mais je ne connaissais pas l'étendue de sa cruauté jusqu'à ce que vous m'apportez le cas de Frank Morrison. Il a tourné retour à elle, son expression illisible. Est-ce important?
Seriez-vous mieux dans notre partenariat si je vous disais que j'étais purement motivé par la justice pour les travailleurs blessés au lieu de me venger de ma femme tricheuse? Je suppose que cela n'a pas d'importance. Alice a admis que le résultat était le même. Les victimes de Trevor ont enfin la justice et un homme dangereux est retiré de la société. L'assistant de Ben a frappé et est entré avec un journal. Le titre indique « Empire de la construction s'effondre ». Elle a quelque chose d'important à discuter. Allez-vous la voir? Ben se leva, marchant vers la fenêtre qui surplombait la ville qu'il avait passé des décennies à apprendre à contrôler. Linda pense toujours qu'elle peut me manipuler. Elle croit que si elle s'excuse sincèrement, si elle promet de changer, si elle joue la victime de la manipulation de Trevor, je pourrais la reprendre. Il se tourna pour faire face à Alice, ses yeux reflétant le même calcul froid qui avait détruit Trevor et Ronald. Elle est sur le point d'apprendre la leçon la plus importante de sa vie. Benjamin et Roer ne pardonnent jamais, et ils n'oublient jamais. Chapitre 9. Le jugement final. Linda Pierce et Roer a attendu dans le café où elle avait rencontré Ben il y a 9 ans, ses mains tremblant alors qu'elle remuait le sucre dans sa 3e tasse de café. Le mois dernier avait été un cauchemar de papiers juridiques, de procédures de faillite et d'attention des médias. La compagnie de son père était partie. Trevor était en garde à vue et sa vie confortable s'était évaporée du jour au lendemain. Mais elle croyait toujours qu'elle pouvait récupérer quelque chose de l'épave. Ben est arrivé exactement à l'heure, ressemblant plus à un homme d'affaires prospère qu'au greffier avec lequel elle était mariée depuis 8 ans. Son costume était cher, sa posture confiante et ses yeux tenaient une dureté qui lui faisait serrer l'estomac de peur. « Merci d'être venu », a-t-elle dit en s'asseyant en face d'elle. « Je n'étais pas sûr que vous le feriez. »« Je suis curieux de savoir ce que vous avez à dire », répondit Ben, son ton neutre. Bien que je puisse mentionner que nos papiers de divorce ont été déposés ce matin. Tu seras servi demain. Le discours soigneusement préparé de Linda s'est soudainement senti inadéquat. Ben, je sais que j'ai fait de terribles erreurs. Je sais que je te fais du mal, et je sais que je ne mérite pas pardon, mais Trevor m'a manipulé. Sous tout cela, je vous ai étudié. Moi. Était assez? Ne pouvons-nous pas trouver un moyen d'avancer ensemble? Ben était silencieux pendant un long moment, regardant les piétons passer par la fenêtre du café. Quand il a finalement parlé, sa voix était mesurée en calme. Savez-vous quelle était la pire partie, Linda? Ce n'était pas la trahison elle-même. Ce n'était même pas les mensonges ou les fausses. Le pire a été de vous écouter et votre père se moquer de moi. Sachant que vous m'avez tous les deux vu comme moins qu'humain, il se retourna vers elle, ses yeux ne reflétant aucune chaleur. Vous n'avez pas simplement trompé votre mari. Vous avez trompé quelqu'un que vous croyiez impuissant à riposter. Vous avez choisi de détruire quelqu'un que vous pensiez faible et sans défense. Les larmes de Linda arrivaient plus vite maintenant. Mais vous n'êtes pas impuissant. Vous êtes puissant et réussi. Et ce n'est pas le point. Ben interrompit. Le fait est que vous pensiez que j'étais impuissant et vous avez décidé de me détruire quand même. Cela me dit tout ce que je dois savoir sur qui vous êtes vraiment. Il se pencha en avant, sa voix tombant à un murmure. Tu veux savoir si je peux te pardonner? Si nous pouvons résoudre ce problème, voici votre réponse. Je préfère passer le reste de ma vie seul que de passer une autre journée mariée à quelqu'un capable d'une telle cruauté décontractée. Ben se leva, redressant sa veste chère. Les documents de divorce comprennent une offre de règlement. Vous recevrez $50 000 et la Honda Civic. Tout le reste, la maison, les comptes bancaires, les investissements, m'appartient. Linda le regarda sous le choc. $50 000. Ben, ce n'est rien. La maison vaut à elle seule un demi-million. La maison a été achetée avec mon argent par le biais de mes sociétés avant notre mariage. Légalement, vous n'y êtes pas revendiqué. Même chose avec les investissements, les comptes et tout ce que vous pensiez être la moitié du vôtre. Il a sorti une enveloppe de manille et l'a mise sur la table. La voiture est 50 000 et plus que vous ne méritez, mais je ne suis pas complètement sans pitié. Il suffit de recommencer ailleurs, ce que je vous suggère de faire. Linda a ouvert l'enveloppe avec des mains tremblantes, lisant les documents juridiques qui fêtent la finale de son divorce. C'est vindicatif. C'est cruel. Vous détruisez ma vie pour une erreur. Ben la regarda, son expression complètement incessante par ses larmes. Linda, ta vie a toujours été un mensonge. Vous étiez mariée à un homme riche et puissant depuis 8 ans,
mais vous étiez trop aveuglé par vos propres préjugés pour le voir. Vous avez choisi de trahir quelqu'un que vous pensiez être en dessous de vous, et maintenant vous vivez avec les conséquences. Il se dirigea vers la porte, puis s'arrêta et se retourna. Encore une chose. Si jamais vous me contactez à nouveau, si jamais vous essayez d'utiliser les médias pour vous peindre en tant que victime, si vous interférez avec ma vie de quelque manière que ce soit, je m'assurerai que le reste de votre existence devienne beaucoup plus désagréable que ce qu'il ne l'est déjà. Linda était assise seule dans le café, l'embrayage des papiers de divorce qui représentait la fin de tout ce qu'elle avait pensé avoir voulu. Construit sur l'hypothèse que la cruauté sans conséquence était possible. 3 mois plus tard, Benjamin Harrower a reçu un appel de la docteure Alice Brennan. Trevor Holloway avait été condamné à 28 ans de prison fédérale. Frank Morrison et les autres victimes avaient reçu des règlements substantiels. Le docteur Walsh avait perdu sa licence médicale et avait reçu 5 ans pour fraude médicale. Ronald Pierce était décédé d'une crise cardiaque 2 semaines après la faillite de son entreprise dans l'appartement qu'il avait été contraint de louer après avoir perdu son manoir. Linda avait déménagé dans un autre État, travaillant comme serveuse dans une petite ville où personne ne connaissait son histoire. Ben n'a ressenti aucune satisfaction dans aucun de ses résultats, mais il n'a ressenti aucun regret non plus. La justice, a-t-il appris depuis longtemps, était rarement satisfaisante, mais c'était toujours nécessaire. Alors qu'il était assis dans son vrai bureau en révisant les dossiers pour son prochain cas, Ben a réfléchi à la leçon qui lui avait pris 23 ans pour apprécier pleinement. Le pouvoir sans invisibilité n'était que la richesse, mais l'invisibilité sans pouvoir ne se cachait que. Benjamin Harrower ne se cacherait plus jamais. C'est là que notre histoire touche à sa fin.